Il est dans le paysage de l'intelligence économique français un des pionniers, praticien et chercheur, docteur en sciences de l'information. Notre invité est aussi enseignant, professeur des universités à l'Institut d'administration de Poitiers. Il est animé par l'esprit commando. Passionné et passionnant, l'invité que nous recevons est une pépite. Pour nous éclairer dans les sentiers de la guerre économique, c'est avec grand plaisir que je reçois Nicolas Moinet. Nicolas Moinet, bonsoir. Bonsoir. Alors, bonsoir. J'ai volontairement saupoudré mon introduction en fait de références qui sont les vôtres, en fait, pour que nos auditeurs puissent les comprendre. En fait, ces références d'intelligence économique, de guerre économique, de pépites. On va essayer de balayer en fait successivement ces domaines pour donner une vue d'ensemble, en fait, entre guillemets panoramique de ce qu'est l'intelligence économique. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une question simple à vous poser. Nicolas Moinet, qui êtes-vous? Je ne sais pas si c'est une question si simple que ça. Donc j'ai 53 ans, je suis professeur des universités effectivement à l'IAE, l'Institut d'administration d'entreprise de Poitiers. Et en fait, j'ai eu, pour faire simple, deux vies professionnelles. Une première vie à Paris dans l'intelligence économique, hein, à partir de 1993 à 1999. Et puis ensuite, je suis passé à l'université de Poitiers pour enseigner à l'intelligence économique et aussi faire de la recherche. Voilà, donc je suis tombé dans la marmite de l'intelligence économique depuis 30 ans et j'en suis pas sorti parce que c'est un domaine tout à fait passionnant. Il y a un détail en fait à l'époque en fait qui vous a fait vous tourner vers cette matière, cette discipline. Vous savez, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, Mhm. comme disait le poète. Donc Mhm. oui, j'ai rencontré en fait un expert, un pionnier qui s'appelle Christian Arbulot, qui D'accord. aujourd'hui dirige l'école de guerre économique et qui a fait une conférence, hein, donc c'était il y a 30 ans, l'intelligence économique, personne n'en parlait, ça n'existait pas, personne ne travaillait dans le domaine et je lui ai dit, bah, je veux faire un stage dans la nouvelle structure que vous créez, qui s'appelait Intelco. Il m'a dit, d'accord, ce ne sera pas payé, il n'y aura pas de boulot à la fin. J'ai dit, d'accord, et j'y suis resté. Ah ouais, ouais, c'est Voilà. une belle success story en fait. Oui, oui, et vous savez, quand j'ai dit à mes parents que j'allais faire de l'insurance économique et que personne ne travaillait dans ce domaine, ça les a tout de suite réjouis. Ouais. Aujourd'hui, quand vous tapez, non, mais ils étaient ouverts, heureusement, mais quand vous tapez aujourd'hui intelligence économique comme mot-clé, par exemple sur un réseau social type LinkedIn, Mhm. eh bien, vous trouvez 22 000 personnes qui aujourd'hui inscrivent le mot-clé intelligence économique sur leur CV. Ça veut dire que beaucoup de chemin a été parcouru. D'accord. Et ensuite, actuellement, vous faites quoi alors du coup? Ah bah, actuellement, j'enseigne à des étudiants de master, je dirige des thèses et je fais plein de choses. Je suis aussi chercheur au centre de recherche en gestion de l'Université de Poitiers, chercheur associé au CR 451, qui est un centre de recherche appliqué sur la guerre économique, ainsi qu'à l'IRSEM, Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Je suis également référent pédagogique de l'IHEDN, l'Institut des hautes études de défense nationale, pour tout ce qui concerne les formations liées à l'intelligence économique. Voilà, je ne m'ennuie pas. Après, j'ai D'accord. une vie privée à côté, je vous rassure, hein. Ouais, ouais, j'imagine. En fait, c'est très intéressant, mais on va se concentrer sur l'intelligence économique, si vous voulez bien. Du coup, l'intelligence économique, comment est-ce que vous la définiriez en fait, Nicolas Moinet? Alors, c'est vrai que définir, c'est entouré d'un mur de mots, un terrain vague d'idées, comme disait Huxley. Donc, je ne vais pas vous la définir, je vais utiliser une métaphore. Donc, moi, j'utilise souvent des métaphores en fonction du contexte. Là, aujourd'hui, le contexte, peut-être qu'on peut utiliser pour vos auditeurs, c'est le rugby, hein, parce qu'on est encore en Mhm. pleine Coupe du Monde de rugby. Oui. Eh bien, l'objectif, c'est de marquer des essais, de les transformer. On pourrait appeler ça, si vous voulez, des parts de marché, par Mhm. exemple. Mhm. Euh, ou- et évidemment, d'en prendre le moins possible, c'est-à-dire de protéger le plus son camp, c'est-à-dire notamment de pas se faire capter ces technologies, de pas se faire acheter des entreprises. Et à partir de là, la science économique, eh bien, c'est le ballon de l'équipe de rugby, sauf que le ballon, il s'appelle pas ballon, il s'appelle information. Mhm. Donc il va falloir collectivement faire circuler l'information pour être offensif, marquer plus de points et évidemment être défensif, encaisser le moins de points possible. Et la Voilà guerre, simplement ce que c'est que l'intelligence économique. et la guerre économique, en fait, c'est finalement l'adversaire, en fait. C'est le contexte, voilà, D'accord. la guerre économique, c'est le contexte, parce que
évidemment, l'intelligence économique, pour être un peu plus, pour sortir de la métaphore, c'est trois choses. C'est du renseignement ouvert, donc légal, c'est la sécurité économique, la protection du patrimoine immatériel, protéger vos informations, Mhm. votre savoir-faire, votre image, et c'est de l'influence. Et tout Mhm. ça, évidemment, ça se fait dans un contexte dit de guerre économique, c'est-à-dire d'environnement hostile. C'est pas simplement la gentille concurrence qui peut exister par ailleurs, hein. On est vraiment là Ouais. dans une confrontation entre des États, des entreprises, parfois des synergies entre les deux, pour capter, contrôler des ressources, accroître sa puissance par l'économie. Donc on est vraiment dans un contexte dur. Et intéressons-nous quelques instants sur vos ouvrages. En fait, vous êtes parti. Moi, j'imagine que vous êtes assez au carrefour en fait de plein de médias. En fait, vous avez commencé. Enfin, moi, j'ai commencé du moins à m'intéresser à vous via les boîtes à outils en fait que vous publiez en fait sur l'intelligence économique et sur la sécurité économique. Mais vous êtes allé également dans le domaine de l'image avec Pépite. Oui, tout à fait. Alors, juste une chose pour la boîte à outils, Oui. pour vos auditeurs. Oui. S'ils vont sur mon site, donc c'est pas de la publicité, mais s'ils vont sur mon site nicolas-moinet.com, Mhm. dans documents à télécharger, ils pourront récupérer gratuitement l'ouvrage, la boîte à outils de l'intelligence économique, voilà, effectivement, qui est en 60 outils, comment on fait de l'intelligence économique. Des outils, ça va être du rapport d'étonnement, les moteurs de recherche. Voilà. Alors, Pépite, c'est autre chose, effectivement. Bah, comme beaucoup pendant le Covid, je m'ennuyais. Et je me suis mis à la vidéo. Voilà, je me suis amusé un peu. Et je me suis dit, bah, il faut faire des vidéos. Alors là aussi, c'est encore Christian Arbelot, c'est encore à cause de lui, parce qu'il est passé dans une émission qui s'appelle Thinkerview. Oui. Et à un moment, dans cette émission, il a dit, il faut aller chercher les pépites dans les livres. Et Mhm. effectivement, C'est pas anodin. c'est pas faire vieux con que de dire ça, mais euh, il y a quand même un peu moins de lecture qu'avant. Et donc, mon idée, c'était d'aller chercher, effectivement, dans les ouvrages, dans les domaines, bien sûr, qui sont les miens, c'est-à-dire la science économique, le renseignement, la guerre économique, Mhm. la communication, l'influence, des passages d'ouvrages ou des histoires, des extraits, euh, voilà, que je considère être des pépites. Donc ça, Donc, c'est dès évidemment, ce l'origine, que on a bien compris que c'était avec Christian Arbulot en fait que vous avez trouvé l'origine de Pépite. Est-ce que ça, il y a une continuité, on va en avoir d'autres ou c'est terminé l'expérience? voilà, c'est vrai que ça s'est un peu ralenti parce que j'ai fait pas mal de choses, mais non, ça continue. Alors c'est vrai que le rythme est un peu moins, mais parfois je mets les pépites des autres, hein. Là, il n'y a pas très longtemps, vous pouvez avoir une petite présentation d'une bataille qui a opposé Pernod Ricard à Bacardi Oui, pour la marque Havana Club, qui a été fait par des étudiants de l'Institut libre des relations internationales de Paris, où j'enseigne. oui, Voilà, j'avais fait aussi, j'avais mis en avant un travail qui avait été fait aussi par l'ILERI de Lyon cette fois-ci sur le Concorde ski, hein, vous savez mhm, comment les soviétiques à l'époque avaient essayé de copier le Concorde et comment notamment la DST, qui est devenue oui, aujourd'hui la DGSI, hein, oui, Direction du général et de la sécurité intérieure, avait finalement désinformé les soviétiques, ce qui fait qu'ils n'avaient pas réussi à le copier et en plus l'avion s'était crashé. ouais. Voilà, donc de temps en temps, De temps en temps, il y a une image je enfant. mets des travaux d'étudiants, euh, mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est quand même moi qui fais les pépites. Donc il y en Ouais. a d'autres qui vont arriver, ne vous inquiétez pas. D'accord. Et puis après, il y a une rencontre aussi que vous avez fait avec Raphaël Chauvency, en fait, notamment sur l'ouvrage Esprit Commando. Alors là, c'est une histoire incroyable. En fait, c'est une rencontre par livre interposé, parce que j'avais lu les ouvrages de Raphaël Chauvency, hein. Il a écrit des ouvrages vraiment très intéressants. Une histoire de Robert Papin. Robert Papin, c'est l'inventeur de HEC Entrepreneur, mais qui avait été commando avant. Il Mm. avait fait aussi un ouvrage qui s'appelle Le nouveau visage de la guerre. Donc j'avais beaucoup lu Raphaël Chauvency, il m'avait lu également. Et puis un jour, voilà, je le contacte parce que je dis, je voudrais faire quelque chose sur le couple agilité-paralysie. C'est mon sujet, c'est un peu mon dada. Mhm. Donc c'est un peu technique, hein, ce qu'on appelle la boucle ODA, observation, orientation, décision, action. Mhm. Et puis en discutant avec lui à distance, hein, on s'était jamais rencontrés, parce qu'il est en Angleterre, en fait, chez les commandos, chez la Royal Marines britannique, hein, parce que c'est un officier Mhm. des troupes de marine, Raphaël Chauvency. Eh bien, on en est petit à petit à se dire, en fait, c'est pas ça qu'il faut faire un livre sur l'esprit commando. Mhm. Et toi, Raphaël, tu vas le faire sur
sur les commandos, bien sûr, militaires, pas Mhm. que, hein, mais enfin essentiellement militaires, même si je suis capable de parler d'autres choses. Mhm. Et puis moi, je vais plutôt m'intéresser au côté civil, hein, c'est-à-dire comment Greenpeace, par exemple, mène des opérations commando. C'est la même logique, en fait. Mhm. Et puis voilà, et puis on a écrit ça à distance, Je lui comprends en bien, en Angleterre, fait. chez les commandos, et moi à Poitiers. Et Ouais. ça fait un ouvrage assez original qui a été préfacé par le président du MEDEF, d'ailleurs, de l'époque, Par Geoffroy Roux de rapport à, Bézieux, oui, par rapport à l'esprit, qui est un ancien commando, en fait. oui, Voilà. par rapport à l'esprit commando, à un moment donné, il y a le sens de l'humour. Ah oui, Ça m'a très plu parce que important. c'est quand même en fait assez décalé. On se dit l'esprit commando, non, c'est vraiment ultra sérieux, etc. Le sens de l'humour en fait est primordial. Bah, l'humour, ça s'oppose pas au sérieux, mais c'est une prise de distance, effectivement, à un moment donné, sur les événements, sur soi-même aussi. Et en fait, pour se remettre en question, il faut avoir de l'humour. Moi, les gens qui n'ont pas d'humour me font Ouais. extrêmement peur. En général, je les fuis comme Mhm. la peste, parce que, voilà, faut pas se prendre trop au sérieux. Ça veut pas dire qu'on fait pas les choses sérieusement. Donc, Oui. l'humour fait partie, effectivement, des 9 qualités qui sont demandées pour devenir un Royal Marines britannique. Alors, c'est vrai que les Britanniques ont de l'humour, hein. Je crois que c'est le roi Charles là, qui a commencé son discours à Ouais. Versailles en disant: Nous, Britanniques, nous avons de l'humour. Mhm. Voilà. Donc effectivement, Moi, j'avais toujours eu, c'est quelque chose d'important, l'humour. Moi, je j'avais toujours trouve. eu Alors, l'impression que les Anglais en fait avaient de l'humour quand ils nous faisaient arriver en train à Waterloo, en fait, à la gare de Waterloo. Mais- voilà, moi, c'est vrai que je suis un fan de Churchill, donc Churchill faisait beaucoup d'humour. Après, des fois, on leur a rendu, hein. Oui. Euh, Vous savez, Oui. je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de Robert Surcouf qui se retrouve pris par les Anglais. Et donc les Anglais, alors là, il fallait comme oser faire de l'humour parce que vous êtes pris par les Anglais, hein. Oui. Et donc les Anglais lui disent, bien sûr, vous savez, vous Français, vous vous battez pour l'argent et nous les Anglais nous battons pour l'honneur. Et Oui. Surcouf leur répond, mais c'est normal, on se bat pour ce qu'on n'a pas. Voilà. Oui. Là, faut quand même oser le faire, hein, voilà. Non, mais je pense que enfin, les gens de haut niveau, les gens qui sont dans des environnements difficiles, sont souvent des gens qui ont de l'humour, en fait. Moi, la Voilà, fois pour avoir pas je vous ai mal perçu, côtoyé. après avoir étudié un petit peu qui vous étiez et ce que j'ai vu, je vous ai perçu à la fois en tant que praticien-chercheur, une sorte d'Indiana Jones en fait de Ah, c'est gentil. l'intelligence économique, de l'intelligence Ouais, économique. j'ai peur des araignées, hein, moi. Parce que c'est un petit peu comme ça que moi je vous perçois et peut-être que nos auditeurs en fait le percevront également. Il y a un dernier ouvrage, enfin dernier ouvrage qui est massif en fait qu'on va découvrir ensemble en fait, enfin que nos auditeurs et moi-même découvrons ensemble en fait sur la guerre économique. C'est le deuxième volet en fait de cette revue intitulé Comment gagner. Oui. Alors donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu en fait de cet ouvrage? Oui, Parce que bah, il est assez massif, magnifique et c'est un très bel ouvrage, en plus, d'un point de vue esthétique, je parle, hein. Je dis ouais, ça pour vos auditeurs, ça ressemble un peu à un magazine, en fait, hein. Il est ouais, très beau. Alors, oui, donc c'est le deuxième volet, en fait, du premier. Le premier, l'année dernière, c'était Guerre économique qui est l'ennemi, qui était plutôt un coup dans le plexus, en fait, hein. C'était quand même assez dur, hein. On donnait beaucoup d'exemples de défaites françaises. Et là, on s'est dit, bon, allez, en plus, c'est la Coupe du Monde de rugby, ça va être les JO, on en a marre. ouais. Donc, on va plutôt essayer de trouver des victoires françaises et surtout des exemples à suivre en mode opératoire. C'est-à-dire comment on peut gagner, hein. Mmh. Donc, Ce n'est pas la clé en fait et du succès, sinon en fait on l'annoncerait pas de manière ostensible en fait. C'est bon, alors la clé du succès, moi je me méfie beaucoup des recettes. Par contre, moi je crois beaucoup aux histoires. C'est-à-dire qu'il oui, faut, il faut, en fait, il faut suivre les histoires de personnes qui ont réussi et puis s'en imprégner. Bien sûr, multiplier les histoires. Voilà, il n'y a pas de facteur clé de succès, mais il y a des postures, en fait. Il y a des manières de procéder. Donc là, il y a plein de petites histoires. Je ne sais pas si vous voulez qu'on en cite quelques-unes. Ils oui, sont allez-y. extraordinaires. Par exemple, j'ai fait les portraits de deux jeunes exceptionnels qui s'appellent Alexandre Leret et David Pour Gendreau, ceux qui ont fait le qui, documentaire. voilà, qui vont faire un documentaire qui s'appelle La guerre fantôme. Et ils décident, en fait, ils sortent de l'école, ils sont tous les deux au RSA. Il y en a un qui a fait des études de
de cinéma, l'autre qui a fait des études d'intelligence économique, et ils sont très en colère par le rachat, la récupération par General Electric de la branche nucléaire de Alstom, Oui, tout à fait. pour les auditeurs qui ne savent pas, avec des cadres d'Alstom mis en prison, donc le département de la justice américain qui fait pression, Vous une aviez déjà amende fait auparavant pour corruption. un focus en fait sur cette affaire célèbre. En fait, vous aviez invité, je crois, le cadre d'Alstom, c'est ça qui est. Oui, oui, donc on Oui, avait invité Frédéric Pierucci qui avait été mis en prison, oui, et puis avec un collègue qui s'appelle Olivier Coussier, on a fait un article qui s'appelle Extension du domaine de la prédation. Je oui, fais un petit clin d'œil à Welbeck, oui, à l'extension du domaine de la prédation, donc l'affaire General Electric, qui est une affaire incroyable. C'est-à-dire, vraiment, vous voyez que les Américains sont capables de récupérer des mails interceptés 10 ans plus tôt pour prouver une corruption, mettre en prison des cadres et faire pression sur la France pour qu'elle vende un de ses maillons de sa souveraineté nucléaire civile, oui, donc à General Electric. Et donc, si on revient à ces deux jeunes, donc eux, bah, ils lisent un ouvrage sur le sujet, ils rentrent, et donc ils supportent pas cette idée et ils décident de faire un documentaire. C'est leur grand-père, le grand-père d'un des deux qui va leur donner 6 000 euros oui. pour que je crois qu'un documentaire en moyenne c'est 150 000 euros, hein. Mhm. Et donc 6 000 euros et ils font un documentaire sans commande, hein, ce qui n'existe pas non plus, un 52 minutes. euh, qui s'appelle La guerre fantôme, avec une idée de génie en plus derrière ça. C'est comme on peut pas montrer des scènes, parce que la guerre économique, évidemment, on peut pas montrer grand-chose. Vous voyez, Oui, la guerre militaire, on peut montrer des chars, des avions, etc. La guerre économique, c'est des bureaux, c'est des gens qui discutent. tout à Ils ont cette idée de génie de faire des dessins, parce qu'Alexandre Lorette est un excellent dessinateur. Mhm. Donc on mélange le film et le dessin animé, Ouais, enfin, ou le il y a dessin. une œuvre Et, artistique en fait, vraiment c'est très derrière. beau en plus. Oui, alors en plus avec un style en noir et blanc. Bon, c'est effectivement très esthétique. Et alors, ils arrivent à le vendre pour quasiment rien d'ailleurs à LCP, à l'Assemblée nationale, mais qui accepte donc de le diffuser, hein, mais ils rentrent même pas dans leurs frais. Ouais. Et le soir de la première diffusion de documentaire, ou enfin le lendemain, va être lancée une commission d'enquête parlementaire. Donc Mhm. c'est voilà, deux petits jeunes au RSA qui font un documentaire sans commande et qui provoquent une commission d'enquête parlementaire. Ça, c'est quand même extraordinaire. On a, on a d'autres exemples. Vous portrait aussi, Si vous vous... signez un portrait en fait de Anaïs Voïgili. Anaïs Boisgilis, oui, apôtre de la Renaissance industrielle. Voilà. Là aussi, Je ne connaissais pas. c'est une jeune femme qui est absolument pas dans l'industrie et qui décide voilà, de faire sa thèse sur justement la réindustrialisation Mhm. et, euh, et qui aujourd'hui, parce que tout ce qui est dit est pertinent, eh bien, est invitée, enfin, fait le tour de France. Là, j'ai encore vu, elle était, je sais plus, à Toulouse, je crois. Elle Mhm. fait le tour de France. Elle est invitée par les MEDEF, elle est invitée par les associations d'entreprises pour venir expliquer les tenants et les aboutissants de la réindustrialisation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Voilà, elle a 30 ans, elle est C'est engagée pour l'industrie. Ben ça, c'est quand même. c'est assez Donc on a des jeunes vraiment remarquables, hein. c'est vrai, c'est très 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 bon que vous en Alors, parliez. c'est pas la majorité de l'espèce, ceci dit. C'est un peu comme les poissons volants, hein, pour reprendre la citation d'Audiard, hein. Mais On a également dans l'ouvrage en fait des figures du renseignement. On a Éric Buquet en fait qui signe aussi une préface en fait avec sur cet ouvrage en fait. C'est quand même extrêmement. La revue m'a fait penser un peu en termes d'esthétique. Vous citiez tout à l'heure à celle de d'Historia un peu. Voilà. Très- oui, oui, tout à fait. Donc, Éric Buquet, hein, pour les auditeurs, qui est le ouais. ancien directeur de la DRSD, donc la Direction du renseignement de la sécurité de défense, qui est le service de renseignement et de sécurité du ministère des Armées, c'est-à-dire qui protège les entreprises, les 4000 entreprises de la BITD, hein, la base industrielle de technologie de défense, effectivement, et qui aujourd'hui est le directeur de la sûreté du groupe Sanofi. Euh, et puis, je ne sais pas, vous me dites si on a le temps, mais Oui, oui, une on a fait. histoire incroyable qui est racontée par une chef d'entreprise. Ça pourrait quand même m'arrêter là-dessus parce que, alors, Oui. bien sûr, je ne vais pas le détailler, il faut le lire parce que c'est assez détaillé, mais quand même dire deux, trois mots extraordinaires de cette histoire de paratonnerre. Paratonnerre France.
Ouais. En gros, l'histoire, donc, c'est raconté par la chef d'entreprise qui reprend l'entreprise Paratonnerre France. Les Français vont inventer un système de paratonnerre beaucoup plus avancé technologiquement que celui qui existait et qui était essentiellement détenu par des entreprises allemandes, hein. Je rentre pas dans les détails techniques. Et en fait, bah, comme ça remettait en question le marché, évidemment, et qu'ils allaient prendre beaucoup de parts de marché, il va y avoir, dans un premier temps, une guerre de l'information qui va être menée. Mhm. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire non seulement du dénigrement, mais surtout la création, par exemple, d'une conférence scientifique où systématiquement les propositions de communication et de publication scientifique françaises sur cette nouvelle technologie, qui marche déjà bien sur le marché, hein, sont systématiquement refusées. Tant Mhm. et si bien que lorsque arrive le moment de réviser la norme, eh bien, cette technologie française n'est pas reconnue et la nouvelle norme évince en fait et même empêche la technologie française de continuer à se développer. Elle doit même se retirer du marché. Mhm. Et, et là, c'est absolument extraordinaire parce que cette chef d'entreprise, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va mettre en œuvre une stratégie de contre-influence, elle va adhérer au syndicat des paratonnerres, elle va créer une équipe de R&D, elle va créer sa propre conférence scientifique, en fait, créer une plateforme de promotion aussi de la technologie française, hein, qui Ouais, s'appelle, formidable. pour nos auditeurs, le paratonnerre à dispositif d'amorçage. Elle va faire appel aussi à un cabinet de lobbying à Bruxelles et également grâce à l'intervention de la DGSI, donc le renseignement intérieur français, Mhm. eh bien, ça va remonter au plus haut niveau de l'État et elle va réussir dans une réunion où a priori il était décidé que la technologie française ne rentrerait pas dans la norme européenne, eh bien, il a été décidé finalement que ce ne serait pas le cas et qu'elle tiendrait et donc que la norme permettrait à cette technologie de se développer. Et aujourd'hui, cette technologie française, elle est présente dans plus de 120 pays. Voilà. Donc, vous avez des histoires comme ça. Il faut quand même se rendre compte que vous avez parfois en face de vous des adversaires Ouais. dont l'objectif, c'est pas d'être meilleur que vous, Non, c'est de vous évincer du marché, bien c'est sûr. de vous faire sortir. Voilà. Exactement, ouais. Euh, Après, je pense qu'il faut se garder en fait des images un petit peu bisounours en fait de l'économie en fait pour rentrer vraiment en fait dans le concept de guerre économique où finalement beaucoup de coups sont permis. Alors, Voilà. En fait, la matrice de l'humanité, c'est malheureusement, hein, c'est pas de ma faute, hein, c'est l'accaparement des ressources et des richesses. ouais. Les empires se sont construits sur ça, hein, depuis des millénaires, hein, Mm. quels que soient les empires, que ce soit Rome, que ce soit l'empire espagnol, l'empire britannique, l'empire français, l'empire américain, pareil. Euh, mais à partir des révolutions industrielles, vous allez avoir un discours, parce que c'est là que les économistes commencent à arriver, et que vous allez avoir un discours en fait libéral et les lois du marché. Le discours sur les lois du marché remplace peu à peu cette matrice d'accroissement de puissance sur des rapports de force, alors qu'ils existent toujours. Mais c'est une espèce d'écran comme ça de fumée, de brouillard londonien qui est mis. Et il faut attendre effectivement la fin de la guerre froide, donc les années 90 et surtout les années 2000, pour se rendre compte qu'en fait, non, Oui, oui, ça n'existe pas. ça n'existe pas. Voilà. Et que aujourd'hui, vous voyez bien que nous sommes verrouillés technologiquement par les GAFAM, ce que d'ailleurs n'ont pas accepté les pays comme la Chine, Ouais. que voilà, nous sommes dépendants de certaines normes, de certains labels, de certains classements. C'est la puissance du classement. Hein, Alors donc, vous dressez les enjeux de la guerre économique. Là, j'ai une question en fait qui me vient en fait par rapport à la publication de la CIA en fait d'un ouvrage en fait prospectif euh, sur le monde en 2045, en fait 2035-2045. Est-ce que le CR 451 en fait dont vous faites partie a pour objet également de fournir un équivalent à ce type d'ouvrage. ça, bah, vous me donnez une bonne idée là. Mais euh, l'idéal, ce serait effectivement l'équivalent de ça. Oui, le monde en 2040 vu par la CIA,
Ce serait le monde en 2040 vu par les services Voilà, français. parfait. Ouais, Euh, mais on n'a pas du tout cette culture anglo-saxonne de la modélisation. ouais. Vous savez, avec Raphaël Chambancy, on insiste beaucoup sur le nouveau paradigme stratégique. Ça, c'est important d'en dire un mot. Mm. Euh, on pense encore avec le vieux paradigme. Le vieux paradigme, c'est quoi? C'est paix, guerre, mais c'est même un peu plus complexe. C'est temps de paix, temps de crise, temps de guerre. Ouais. Ça, c'est simple. Ça n'existe plus. Ce qui existe aujourd'hui, c'est ce qui est d'ailleurs promu par le chef d'état-major des armées, mais ce n'est pas que dans le domaine militaire, c'est qu'en fait, on est dans un système permanent de compétition, contestation, affrontement. L'affrontement, pour faire simple, c'est la destruction de l'autre. Tout le monde comprend. C'est la guerre en Ukraine, etc. La contestation, c'est la dislocation de l'adversaire par des guerres indirectes, par des guerres secrètes, par exemple des cyberguerres. Hein, si on vous attaque vos systèmes nerveux, les systèmes d'information, vos Oui, systèmes de contrôle de l'énergie. Donc on vous disloque. On peut aussi vous disloquer euh, en, en aidant certains courants au sein d'une société qui viennent, je dirais, comment dire, casser en fait l'unité de la société. Bon, ce qui se passe en Afrique aujourd'hui avec les coups d'État sponsorisés par Wagner, c'est la dislocation de l'influence française en Afrique. mm. Donc, destruction pour, euh, pour, euh, pour le premier, dislocation pour la contestation et la compétition. Et la compétition, c'est pas la concurrence, hein. La compétition, c'est la modélisation. C'est-à-dire, on va faire en sorte de modeler. C'est ce que font très bien les Américains, Mm. notamment avec des ouvrages comme Comment sera le monde en 2040, Oui. euh, la modélisation ou par leur soft power, par l'influence de la langue américaine, d'Hollywood, de Netflix, etc. Mm. C'est-à-dire que finalement, vous finissez par penser comme eux. Voilà, on vous modèle, hein, Ouais. shaping des Américains. Et ça, c'est pas du tout notre culture en fait. Mm. Mais il va falloir s'y mettre parce que le 21e siècle, c'est ça. Euh, oui, alors donc Nicolas Moinet, en fait, le mot de la fin est à vous. Allez-y. Écoutez, qu'est-ce qu'on peut retenir en fait de l'intelligence économique? C'est qu'il faut jouer collectif, il faut chasser en meute. Ça, c'est un premier point. Et dans les points très positifs, eh bien, il vient d'être déposé il y a quelques jours en fait une proposition de loi de la part de 4 sénateurs de partis différents, donc transpartisans, hein, des communistes aux républicains en passant par Renaissance et par le Parti socialiste, d'une proposition de loi pour avoir une politique d'intelligence économique plus dynamique qu'elle n'est actuellement. Et pour terminer et reprendre ma métaphore du rugby, en gros, l'idée, c'est de créer un secrétaire général à l'intelligence économique, c'est-à-dire un demi-mêlée, c'est-à-dire celui qui permet de faire circuler le ballon. Donc, il manque encore en France aujourd'hui un Antoine Dupont de l'intelligence économique. Eh bien, en fait, merci Nicolas Moinet, en fait, d'avoir été notre invité ce soir. Quant à moi, en fait, je rends l'antenne et vous souhaite une bonne soirée et vous dis à très bientôt sur un autre univers, en fait, des volets de la sécurité. Merci, merci Nicolas. Merci, au revoir. Au revoir.